C'était en septembre 1881, dans le comté de Richland, territoire du Dakota. Alors que d'autres colons à travers la prairie scellaient leurs portes contre les éléments et calfeutraient chaque interstice avec des chiffons, Eric Norgard s'adonnait à une activité si particulière qu'elle incita ses voisins à arrêter leurs chariots uniquement pour se moquer de lui. Ce charpentier norvégien de 44 ans construisait une petite antichambre juste devant l'entrée de sa cabane. La structure était une enceinte en bois confiné, juste assez grande pour qu'une seule personne puisse s'y tenir, et dotée de sa propre porte distincte qui s'ouvrait vers la prairie. Il construit un placard extérieur, fit remarquer un fermier, s'interrogeant. Une pièce entière, juste pour accéder à sa porte? Personne ne comprenait la conception d'Eric concernant les mouvements d'air incontrôlés. Pour connaître le résultat lorsque les vents de janvier sont tombés à 40 degrés en dessous de zéro et que ses voisins ont réalisé pourquoi lui seul ne luttait pas contre les courants d'air froid, veuillez vous abonner et partager votre lieu de visionnage dans les commentaires. Avant son arrivée dans la prairie du Dakota, Eric Norgard avait consacré 22 ans à la construction de résidences dans les vallées côtières de Norvège. Chaque habitation du village de Lærdal, où les vents violents des fjords pouvaient rapidement dissiper la chaleur d'une maison, intégrait un bislak, une zone d'entrée compacte et fermée, équipée de 2 portes conçues pour empêcher l'air froid de pénétrer dans les pièces principales. Ayant construit des dizaines de ces structures, Eric les considérait aussi fondamentales que des murs porteurs ou un toit protecteur. Dès son arrivée dans le territoire du Dakota au printemps 1879, il observa rapidement une omission cruciale. Les colons américains installaient généralement des portes simples qui s'ouvraient directement de leur cabane sur les vents violents de la prairie. Chaque fois que quelqu'un sortait chercher du bois de chauffage ou utilisait les latrines, la chaleur accumulée de la cabane se dissipait presque instantanément. Les familles consommaient la moitié de leur bois de chauffage simplement pour reconstituer la chaleur perdue par des portes ouvertes des dizaines de fois par jour. Il observa son plus proche voisin, Thomas Caldwell, un fermier, aux prises avec ce problème tout au long de son premier hiver. La femme de Caldwell, en ouvrant la porte pour appeler leurs enfants à souper, voyait du givre apparaître sur le seau d'eau situé à 4,5 mètres du poêle. Malgré la combustion de 4 cordes de bois, l'homme se lamentait toujours des courants d'air qui rendaient sa cabane inhabitable près de la porte. À l'été 1881, Eric avait accumulé suffisamment de fonds grâce à ses travaux de charpenterie pour construire sa propre cabane sur 40 acres de terre basse fertile adjacente à la rivière Cheyenne. Il la construisit solidement et sûrement tout au long de juin et juillet. Avec des rondins coupés avec précision, un calfeutrage robuste et une cheminée en pierre bien construite, la cabane fut achevée à la mi-août. Par la suite, il poursuivit ses efforts de construction. Il érigea l'ossature d'une modeste structure jouxtant immédiatement l'entrée principale de la cabane. Mesurant 1,8 mètre de profondeur, 1,2 mètre de large et 2,1 mètres de haut, elle offrait amplement d'espace pour qu'une personne puisse y entrer. On fermait la porte extérieure en entrant, puis on ouvrait la porte intérieure menant à la cabane. Essentiellement, elle comprenait 2 portes avec une petite chambre intermédiaire et rien de plus. À l'arrivée de Thomas Caldwell pour inspecter la cabane achevée, il découvrit Eric en train de fixer des bardeaux de cèdre sur ce qui semblait être une enceinte en bois apposée sur la façade d'une habitation par ailleurs conventionnelle. Caldwell, toujours à cheval, interpella Norgard, les yeux plissés tandis qu'il scrutait la construction particulière. « Que diable construisez-vous »« Une entrée, une entrée. » Caldwell descendit et s'approcha, examinant la structure encadrée dont l'entrée donnait sur la plaine. « Vous avez construit une pièce entière juste pour accéder à votre porte principale. On pouvait se tenir à l'intérieur et toucher les 4 murs en même temps.
Précisément, c'est tout l'intérêt. Caldwell fit le tour de la structure, frappant ses phalanges contre sa charpente. Vous avez utilisé suffisamment de bois ici pour ériger un véritable abri de jardin, ou quelque chose d'utile. Pourtant, vous avez créé une petite antichambre qui sert de sas pour votre porte d'entrée. En Norvège, chaque maison en possède une. Nous l'appelons un bislag, composé de 2 portes séparées par un petit espace. En entrant de l'extérieur, vous pénétrez dans ce vestibule, refermant la porte extérieure avant de déverrouiller celle de l'intérieur. Ainsi, le froid ne pénètre jamais dans l'habitation. Caldwell le regarda attentivement. Le froid n'entre vraiment jamais dans la cabane. L'air est empêché de circuler librement. Vous le confinez dans cet espace restreint, puis vous ouvrez la porte suivante pour entrer dans la chaleur. L'habitation conserve toute sa chaleur. Norgard, j'habite cette prairie depuis 7 ans, et j'ai vu d'innombrables tentatives vaines d'hommes pour lutter contre le froid. Double porte, rideaux épais, couvertures clouées aux encadrements de porte, rien n'y fait. Le froid s'infiltre toujours. C'est la nature du froid. Une simple enceinte en bois ne l'arrêtera pas. On ne peut pas l'arrêter avec des couvertures. Cependant, on peut l'arrêter avec 2 portes et de la persévérance. Caldwell secoua lentement la tête. Vous avez gaspillé du bois précieux, mon ami, et d'ici janvier, vous démonterez ce truc pour le boler et construirez un vrai brise-vent, comme tout le monde. Le désaccord avec son épouse, Ingrid, eut lieu ce soir-là, la nuit suivant le retour de Caldwell à la maison, après que le soleil fut descendu sous le vaste horizon. Elle avait observé leur conversation depuis la fenêtre de l'habitation. À présent, elle se tenait à l'entrée de la construction même que son mari avait érigée, examinant son intérieur exigu avec des yeux préoccupés. « C'est minuscule », fit-elle remarquer. « Les enfants se cogneront sans arrêt chaque fois qu'ils passeront. Ils apprendront la patience. » Une personne entre, ferme la première porte, puis ouvre la suivante. Ce n'est qu'alors que la deuxième personne avance. Ce processus n'ajoute que 5 secondes par rapport à une seule porte. Es-tu absolument convaincu que c'est indispensable? Tu as consacré 2 semaines entières à construire cet espace, 2 semaines de bois, de fixation et d'efforts acharnés. Thomas prétend qu'il consomme 4 cordes de bois de chauffage chaque hiver. Pourtant, sa famille frissonne toujours. Près de sa porte, Thomas enfonce des chiffons dans chaque crevasse, mais le vent s'infiltre sans cesse. Thomas ne comprend pas ma construction, et je ne m'attends pas à ce qu'il comprenne avant d'en voir l'efficacité. Ingrid posa sa main contre le mur brut de l'antichambre. À l'Airedale, chaque résidence en possédait un. Je me souviens, petite fille, être entrée dans le bislag de ma grand-mère et avoir senti le froid s'arrêter derrière moi avant même d'atteindre l'intérieur chauffé. Alors tu comprends. Je me souviens de ce que je me souviens, mais cet endroit n'est pas à l'Airedale. Le vent ici se comporte différemment. Il vient de partout et de nulle part. Il ne cède ni aux murs, ni aux portes, ni aux petites pièces en bois. La nature du vent est universelle. L'air circule des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Quand une entrée s'ouvre, l'air chaud s'échappe et l'air froid entre, parce que l'intérieur de la maison est plus chaud que la prairie. Cependant, si vous entrez d'abord dans un petit vestibule et fermez la porte derrière vous, seul l'air de cet espace est perdu. L'habitation principale ne s'expose jamais directement à l'extérieur. La chaleur intérieure est conservée. La nouvelle de cette innovation s'est rapidement répandue parmi les habitations dispersées en quelques jours. Le charpentier norvégien avait construit une antichambre adjacente à son entrée principale,
une structure complète avec son propre toit et ses murs. Son seul but était de fournir un espace où l'on pouvait se tenir avant d'entrer dans la cabane. L'humour a surgi avant même que le toit ne soit entièrement scellé. Dans le magasin général de Wapatine, les ouvriers agricoles se rassemblaient autour du poêle à bois, trouvant de l'amusement dans la création particulière de Nordgard. Il est en train d'ériger des toilettes extérieures juste à côté de son entrée principale. Un homme a fait remarquer « Peut-être est-il trop indolent pour se rendre aux latrines ». La rumeur veut que ce soit si exigu qu'on ne puisse même pas s'asseoir. On se retrouve juste à se tenir bêtement debout entre deux portes. L'ingéniosité norvégienne typique, n'est-ce pas? Pourquoi se contenter d'une seule porte quand un système à double porte est une option? En effet, pourquoi opter pour la simplicité quand la bizarrerie est une alternative? L'hilarité résonnait dans l'atmosphère fraîche de l'automne, et les récits de la structure en bois particulière d'Eric atteignirent des fermes jusqu'à 10 miles de distance. Avant le premier gel, Eric a saisi un concept simple que personne d'autre dans les plaines du Dakota n'avait envisagé de mettre en œuvre. Chaque fois que l'entrée d'une cabane fait directement face à l'extérieur, un double phénomène se produit instantanément. L'air chauffé, étant moins dense que son homologue plus froid, monte rapidement et s'échappe par la partie supérieure du cadre de la porte. Simultanément, l'air froid, plus lourd et compact, s'engouffre vers l'intérieur au niveau du sol. Dans le bref intervalle de 3 secondes nécessaires pour traverser une entrée, une habitation peut perdre un quart de son atmosphère chauffée. Si cette porte est ouverte 20 fois par jour, pour des tâches comme aller chercher du combustible, de l'eau, s'occuper des enfants ou aller aux latrines, tout le contenu de l'air de la cabane serait échangé à plusieurs reprises. Par conséquent, les foyers consommaient de grandes quantités de bois de chauffage, tout en continuant à ressentir des courants d'air froid. La chaleur ne se dissipait pas à travers les barrières structurelles ou les vitres. Elle s'échappait plutôt par l'entrée principale, avec chaque individu qui la traversait. L'antichambre d'Eric a résolu ce problème en créant une division. La porte extérieure donnait sur la prairie ouverte, mais elle ne s'ouvrait que sur un espace compact, contenant environ 40 pieds cubes d'air. Une fois cette porte fermée, le froid était confiné. Par la suite, la porte intérieure donnait accès à la cabane, mais elle s'ouvrait désormais uniquement sur le modeste vestibule, plutôt que directement sur les plaines glaciales. L'air chauffé de l'habitation se mélangeait à seulement 40 pieds cubes d'air froid, par opposition à la vaste étendue de l'atmosphère du territoire du Dakota. Ce volume, 40 pieds cubes, est un espace plus compact qu'un placard typique. Cela représentait le volume maximal d'air froid qui pouvait s'infiltrer, quelles que soient les allées et venues de la famille. Les calculs étaient simples. Les avantages financiers seraient immenses. La construction de l'antichambre a commencé fin août, après l'achèvement de la cabane elle-même. Eric a initié le processus en posant les fondations. 4 poutres en bois coupées avec précision ont été placées à fleur contre le mur avant de la cabane, délimitant une zone mesurant 6 pieds de profondeur et 4 pieds de largeur. Cette surface au sol était suffisamment compacte pour qu'un individu la traverse en seulement 2 enjambées, mais assez spacieuse pour qu'il puisse y tenir sans que ses épaules ne touchent les côtés. Il a encastré des supports d'amble dans la terre et les a fixés avec des boulons mûrs en rondins de la cabane, intégrant ainsi la construction plus petite directement à l'édifice principal pour empêcher la formation de tout interstice. Cette étape était primordiale. Même une fissure mineure entre l'antichambre et l'habitation principale rendrait tout son objectif futile, permettant à l'air froid de s'infiltrer par la jointure et de pénétrer dans l'espace de vie sans jamais traverser une entrée. La charpente a nécessité 3 jours pour être achevée.
Eric a utilisé du bois de qualité, spécifiquement du pin droit qu'il avait personnellement transformé à partir d'arbres trouvés le long de la rivière Cheyenne. Les murs s'élevaient à une hauteur de 7 pieds, s'alignant avec le cadre de la porte de la cabane, et comportaient des montants espacés de 16 pouces pour offrir des points de fixation robustes pour le revêtement intérieur et extérieur. Depuis le jardin, Ingrid observait l'étrange enceinte se matérialiser progressivement à côté de leur résidence. Les enfants, Anders 9 ans et Kristen 6 ans, la considéraient comme une structure récréative, se faufilant à travers la charpente inachevée, jusqu'à ce qu'Eric les détourne de ses efforts de construction. Ils ne comprennent pas sa fonction, a fait remarquer Ingrid un soir. Ils en comprendront le but en janvier. Pendant la 2e semaine, l'extérieur fut revêtu de planches de pin horizontales. Celles-ci furent méticuleusement superposées pour repousser efficacement la pluie et la neige, et chaque joint fut scellé avec un mélange de goudron de pin et d'étoupe, un mélange qu'Eric avait préparé lui-même. À l'intérieur, les murs furent recouverts de planches verticales, rabotées pour une finition lisse afin d'éviter que les vêtements ne s'accrochent aux aspérités lorsque les gens se déplaçaient dans l'espace confiné. Cependant, le plafond lui posait un défi. Un toit plat, s'il était installé, entraînerait une accumulation d'eau et ferait pourrir le bois en quelques saisons seulement. Inversement, un toit à pignon sur un bâtiment aussi compact semblerait disproportionné et serait un gaspillage de matériaux. La solution d'Eric fut un toit en appentis à pente unique, incliné loin de la cabane, assurant que la neige fondue et la pluie s'écouleraient vers la prairie au lieu de s'accumuler contre le mur principal. Thomas Caldwell fit une autre visite pendant que la toiture était en cours, observant Eric alors qu'il fixait des bardeaux de cèdre sur la petite surface inclinée. « Toujours en train de construire votre placard, je vois, » remarqua Caldwell. « Presque terminé, » répondit Eric. « Mais que se passera-t-il quand la neige s'accumulera contre ? Ce petit toit ne sera pas efficace contre une congère du Dakota, » continua Caldwell. « D'ici Noël, vous aurez de la neige jusqu'aux avant-toits. » Eric s'arrêta, le marteau toujours à la main. La question des congères ne lui avait pas traversé l'esprit. Contrairement à la Norvège, où le bislag était généralement intégré au bâtiment principal et protégé par le toit plus grand de la maison, le vestibule d'Eric ici faisait saillie de la cabane, ressemblant à un appendice en bois, vulnérable aux éléments apportés par le vent de la prairie. Après une brève pause, il déclara « Je construirai une clôture à neige. » Il prévoyait de la positionner à 3 mètres de distance, orientée spécifiquement pour intercepter la congère avant qu'elle n'atteigne l'entrée. Plus de bois, plus d'efforts, pure folie, se moqua Caldwell. Une clôture à neige ne demande qu'une seule journée à construire. Cependant, compenser la chaleur s'échappant par une porte ouverte consommerait tout l'hiver. Les portes représentaient le composant le plus crucial. Eric les fabriqua personnellement à partir de planches de pin de double épaisseur, les renforçant avec des renforts en Z en fer et les montant sur de solides charnières à sangles. Il équipa la porte extérieure d'un loquet simple, conçu pour être actionnable même avec des mains gantées. La porte intérieure, qui était l'entrée originale de la cabane, était déjà parfaitement alignée et bien scellée. Cependant, la simple étanchéité s'avéra insuffisante. Eric consacra une journée entière à installer des joints d'étanchéité en feutre de laine autour des 2 cadres de porte, fixant méticuleusement le matériau dense dans chaque interstice, jusqu'à ce que, les portes fermées, pas la moindre fente de lumière ne soit visible autour de leur périmètre. Pour vérifier l'efficacité du joint, il tint une bougie allumée près du cadre. Même quand Ingrid exerçait une pression sur la porte depuis l'extérieur, la flamme de la bougie restait parfaitement stable,
sans jamais vaciller. La dernière caractéristique ajoutée fut un banc compact, construit contre l'un des murs du vestibule. Son but était de fournir un endroit pour s'asseoir et enlever les bottes incrustées de neige avant d'entrer dans la cabane. Au-dessus de ce banc, Eric installa des patères en bois destinés à suspendre manteaux et écharpes, assurant ainsi que les vêtements d'extérieur humides restaient dans l'antichambre froide, au lieu d'être introduits à l'intérieur pour goûter et créer de la vapeur. Le 15 septembre, le vestibule était entièrement terminé. Eric guida Ingrid à travers la procédure correcte. D'abord, ouvrir la porte extérieure, puis entrer et refermer complètement la porte extérieure. Après une brève pause, prendre une inspiration et seulement alors ouvrir la porte intérieure menant à la cabane. Elle répéta la séquence 3 fois sous son observation. « C'est étrange », avoua-t-elle, marquant une pause entre les 2 portes. « Ce sera une seconde nature d'ici octobre », l'assura Eric. « Les enfants, j'en suis sûr, le maîtriseront plus vite que nous. » Plus tard ce soir-là, Eric se tenait dehors dans l'air vif de l'automne, contemplant sa création. Le vestibule semblait modeste et sans fioriture à côté de la masse plus grande de la cabane, essentiellement une boîte en bois avec une seule porte. Son toit en appentis était sans particularité. Il savait que ses voisins persisteraient probablement dans leur amusement tout au long de l'automne. Pourtant, Eric, ayant construit de nombreuses habitations, comprenait que les solutions les plus simples semblaient souvent totalement absurdes à ceux qui manquaient de compréhension. Une clôture à neige pourrait sembler n'être que des poteaux gaspillés, jusqu'à ce que le premier blizzard enterre complètement l'entrée d'un voisin. De même, une cave à légumes pourrait sembler n'être rien de plus qu'un trou dans la terre, jusqu'à ce que le gel de janvier ruine les pommes de terre stockées en surface. Le vestibule, lui aussi, démontrerait sa valeur de manière comparable. Tout ce qui était requis était sa patience et l'arrivée de l'hiver. À l'approche de la fin octobre, le vestibule d'Eric Nordgaard avait acquis la réputation d'être la structure la plus inesthétique et la plus moquée du comté de Richland. Les fermiers voyageant le long de River Road réduisaient délibérément la vitesse de leur chariot pour regarder fixement l'enceinte en bois fixée à la façade de la cabane. Quelques-uns s'arrêtaient même complètement, criant des plaisanteries qu'Eric pouvait distinctement entendre de l'intérieur. « Nordgaard, est-ce là que vous enfermez votre femme quand elle devient trop bavarde ?» cria un fermier. « On m'a dit que les Norvégiens construisaient des habitations miniatures pour leurs trolls. Est-ce ce que nous observons ?» lança un autre. « Ça doit être pratique d'avoir des latrines où l'on n'a pas besoin de marcher dans la neige. » Eric restait silencieux, absorbé par ces taches d'automne. Il fendait des bûches, empilait de la terre contre la base de la cabane et construisait la clôture à neige. Il avait assuré à Coldwell que l'humour deviendrait évident en temps voulu. Le 28 octobre apporta le premier gel sévère, marquant la première véritable épreuve du vestibule. Eric se réveilla avant l'aube pour découvrir de la glace dans le seau d'eau intérieur, car le feu de la nuit s'était éteint. Il se leva et attisa le poêle jusqu'à ce que l'habitation devienne chaude. Ensuite, il alla chercher du bois supplémentaire dans la pile extérieure. En ouvrant la porte intérieure, il entra dans le vestibule, instantanément enveloppé par l'air glacial. Pendant la nuit, l'espace compact s'était refroidi à la température extérieure, probablement autour de 20 degrés. Il ferma la porte intérieure, retenant ainsi la chaleur de la cabane. Ensuite, il déverrouilla la porte extérieure, s'exposant à la prairie gelée, et fut frappé par le froid intense. La température était de 5 degrés au-dessus de zéro, accompagnée d'une légère brise du nord-ouest. Il ramassa une brassée de chêne coupé,
rentra dans le vestibule et utilisa son pied pour refermer la porte extérieure derrière lui. Il marqua une brève pause dans l'espace confiné, sentant le froid du bois contre sa poitrine. Il inspira un air glacial, mais immobile. Ensuite, il déverrouilla la porte intérieure. Une vague d'air chaud de la cabane l'enveloppa. Il passa, referma la porte d'un coup de hanche et plaça le bois de chauffage à côté du poêle. Ingrid l'observait depuis la table, sirotant son café du matin. En effet, l'habitation maintient la même température que lorsque je suis parti. Sans l'air près de l'entrée. Ingrid s'approcha de la porte intérieure et plaça sa main près du cadre. Aucun courant d'air froid ne traversait le sol. Il n'y avait pas de courant d'air. La chaleur persistait sans interruption, comme si rien n'avait été ouvert du tout. « Je n'ai rien perçu quand tu es entré », remarqua-t-elle doucement. « Normalement, je sens le froid de l'autre bout de la pièce chaque fois que la porte est ouverte. » Tu n'as pas ressenti de froid parce que pratiquement aucun air extérieur n'a pénétré. Seul l'air à l'intérieur du vestibule, un volume de 40 pieds cubes, est échangé. Pas la vaste prairie. Ingrid plaça sa main fermement contre la porte elle-même, ajoutant « Et celle-ci reste fermée pendant que la porte extérieure est entr'ouverte. C'est le principe inébranlable. Les deux portes ne doivent jamais être ouvertes simultanément, en aucune circonstance. » Elle hocha lentement la tête. « Je vais instruire les enfants aujourd'hui. » L'instruction s'avéra plus difficile que prévu. Anders, 9 ans, comprit rapidement le concept, mais manquait de la patience nécessaire pour sa mise en œuvre. Il se précipitait à travers la porte extérieure, traversait le vestibule et ouvrait en grand la porte intérieure, alors que l'air glacial circulait encore autour de lui, sapant ainsi tout le système dans sa hâte de se réchauffer. « Tu dois fermer la première porte avant d'ouvrir la suivante », répéta Eric pour la 5e fois cet après-midi-là. « Sinon, ça échoue systématiquement. Ça prend trop de temps, papa. Je sens le froid même à travers ma veste. Juste 5 secondes. Tu es capable d'endurer 5 secondes de froid pour préserver des heures de chaleur pour la famille, tu te souviens ? » La jeune Kristen s'adapta plus rapidement que son frère. Elle considérait le vestibule comme une activité ludique. Entrer, fermer, attendre, ouvrir, avancer, déclarait-elle chaque action à voix haute sur un ton mélodieux, trouvant de la joie dans la routine établie. À l'arrivée de novembre, la maisonnée avait établi une routine. On entrait dans le vestibule, on fermait la porte extérieure. Après un court délai, la porte intérieure s'ouvrait. Sortir impliquait le processus inverse. Cette progression devint instinctive, ne nécessitant aucune pensée consciente, aussi facile que de fermer un portail après l'avoir traversé. Thomas Caldwell rendit une autre visite à la mi-novembre, cherchant ostensiblement à emprunter un couteau à tirer. Mais son véritable intérêt résidait clairement dans l'efficacité du vestibule. Il resta dans l'espace compact, examinant minutieusement les joints d'étanchéité, les sièges et les patères. Suffisamment douillet, concéda-t-il. Mais ce n'est que novembre. Attendez janvier, quand les températures chuteront à -40 et que le vent hurlera à travers les plaines ouvertes. Votre petite enceinte en bois n'arrêtera pas un froid aussi extrême. L'enceinte n'arrête pas le froid. Elle le confine plutôt. Le froid reste à l'intérieur de ce compartiment, tandis que l'habitation principale conserve sa chaleur au-delà de la 2e porte. Nous verrons. Se retira Caldwell dehors, choisissant de ne pas tester correctement le système en fermant la porte extérieure derrière lui. Je maintiens toujours que vous avez gaspillé du bois précieux. Quand le printemps arrivera, vous démonterez ceci et me donnerez raison.
Eric observa son voisin s'éloigner à cheval vers une cabane à une seule porte. Une habitation qui perdrait inévitablement une chaleur considérable à chaque entrée et sortie tout au long de l'hiver. « Nous observerons », acquiesça-t-il doucement. « Nous observerons. » Janvier 1882 commença avec une rigueur que les résidents vétérans raconteraient pendant des décennies. Une masse d'air arctique descendit du Canada le 4 janvier, faisant chuter les températures d'insupportables 15 degrés au-dessus de zéro à 12 degrés en dessous à minuit. Au lever du jour, le 5 janvier, le thermomètre était tombé à 23 degrés en dessous de zéro. Et le matin du 9 janvier, l'indicateur à l'extérieur de la grange de Thomas Caldwell affichait un glacial 41 degrés en dessous de zéro. Le froid était assez intense pour geler la peau exposée en moins d'une minute, assez mortel pour tuer le bétail non abrité, et assez rigoureux pour pousser chaque porte, fenêtre et mur du comté de Richland à son point de rupture. Le vent exacerba les conditions. Des rafales de la prairie déferlaient sur les plaines gelées à 30 miles par heure, arrachant la neige des champs et la propulsant horizontalement dans l'air. Le refroidissement éolien, un concept pas encore formellement nommé mais universellement compris, abaissait la température effective à un niveau insupportable. Une personne prise entre sa cabane et son tas de bois pouvait perdre des doigts dans le court laps de temps nécessaire pour ramasser une brassée. Et chaque fois qu'une porte s'ouvrait, le vent n'hésitait pas à entrer. À la résidence Caldwell, la crise commença le premier matin du grand gel. Thomas se réveilla à 5 heures du matin pour s'occuper du poêle, découvrant que la température de la cabane était de 42 degrés, bien qu'il ait soigneusement entretenu le feu la nuit précédente. Le givre recouvrait l'intérieur des fenêtres. De la glace s'était figée dans la cuvette. Sa femme, Martha, était blottie sous toutes les couvertures qu'il possédait, les enfants pressés contre elle pour se réchauffer. Il attisa le poêle jusqu'à ce qu'il flambe avec fureur, puis alla chercher plus de bois. L'instant où il déverrouilla la porte, la chaleur de la cabane disparut. L'air glacial s'engouffra par l'ouverture comme l'eau d'un barrage rompu. Une force tangible qui balaya le sol, tourbillonna autour des meubles et abaissa drastiquement la température, même si le poêle luttait pour contrecarrer la chute. Il resta dehors pendant peut-être 30 secondes avant de revenir avec sa brassée. Martha haletait sous le choc soudain. « Ferme la porte, ferme-la !» Il la ferma d'un coup de pied énergique, mais le mal était déjà fait. La température de la cabane avait chuté de 8 degrés en une demi-minute. Il faudrait 20 minutes d'un feu ardent pour récupérer ce que ces 30 secondes avaient coûté. Et il serait contraint de répéter ce trajet toutes les 2 heures, continuellement, jour et nuit, chaque fois entraînant une perte de chaleur qui nécessitait 4 fois la durée pour être rétablie. Au 3e jour de la vague de froid intense, la famille Caldwell avait consommé 1/4 de ses réserves de bois pour l'hiver. Martha fourra des chiffons et des vêtements usés dans chaque interstice autour du cadre de la porte. Mais ses efforts s'avérèrent futiles. Dès que la porte était ouverte, le joint protecteur était compromis. Elle drapa une épaisse couverture sur l'entrée, mais le vent l'arracha sans effort. Elle chauffa des pierres sur le poêle et les plaça près de la porte pour préchauffer l'air entrant. Mais le froid intense absorba leur chaleur sans aucun impact notable. Les enfants cessèrent leur jeu. Ils restèrent assis près du poêle, enveloppés dans des courtes pointes, ne bougeant que pour utiliser le pot de chambre, qui était maintenant gardé à l'intérieur, car s'aventurer aux latrines était trop périlleux. Martha commença à souffrir d'une toux qui résonnait dans sa poitrine. Les doigts de Thomas, fréquemment exposés en ramassant du bois, devinrent blancs à leurs extrémités et palpitaient sans cesse. À 3 miles à l'est,
la famille Henriksson connut des difficultés encore plus grandes. Gunnar Henriksson, un veuf âgé qui cultivait seul, épuisa ses réserves de bois de chauffage le 7 janvier. Ayant mal évalué sa consommation de combustible, le brûlant trop rapidement pendant les premiers jours de la vague de froid, il devait maintenant affronter un trajet de 200 yards à travers le blizzard pour atteindre son tas de bois de secours. Il fit ce trajet une fois, revenant avec les oreilles gelées. Il le refit une deuxième fois, pour ne revenir qu'avec les pieds engourdis. Lors de sa troisième tentative, il s'effondra à seulement 30 yards de son entrée. Le lendemain matin, son voisin le découvrit, gelé dans la neige, serrant toujours une brassée de chêne contre sa poitrine. Pendant ce temps, Madame Patterson, une veuve vivant seule sur 80 acres au bord de la rivière, cessa simplement d'ouvrir sa porte. Lorsque sa réserve de bois diminua, elle se mit à brûler ses meubles. Son cadre de lit fut le suivant. Même les chaises que son mari avait fabriquées avant son décès furent sacrifiées aux flammes. Au moment où les secouristes atteignirent enfin sa cabane le 11 janvier, elle brûlait des livres. La Bible familiale lui procurait de la chaleur, prolongeant sa survie d'1 heure supplémentaire. Cela se passait à la ferme des Nordgard. Le 9 janvier se leva comme n'importe quel autre matin d'hiver. Eric fut réveillé à 5h30 par le hurlement du vent à travers la vaste prairie. La cabane était fraîche, mais confortable, probablement autour de 58 degrés, car le feu s'était éteint pendant la nuit. Il se leva, réapprovisionna le poêle avec du bois de la pile à côté de l'âtre et attendit patiemment que la chaleur se diffuse. À 6 heures, la température de la cabane était montée à 64 degrés. Les enfants dormaient toujours. Ingrid remua, serrant les couvertures plus fort autour d'elle, pas encore prête à abandonner la chaleur de son lit. Eric avait besoin de plus de bois. La réserve intérieure durerait jusqu'à midi, mais il préférait approvisionner entièrement la cabane chaque matin, plutôt que de faire plusieurs allers-retours tout au long de la journée. Il s'approcha de la porte intérieure, l'ouvrit et entra dans le vestibule. Le froid le frappa instantanément. La petite pièce était tombée à la température extérieure, 41 degrés en dessous de zéro. Le même froid mortel qui aspirait la chaleur de toutes les autres cabanes du comté. Il referma fermement la porte intérieure derrière lui, scellant ainsi la chaleur de la cabane à l'intérieur. Pendant un instant, il resta dans le vestibule, respirant un air si glacial qui lui brûlait les poumons. L'espace était minuscule et exigu, offrant à peine assez de place pour se retourner. Le givre recouvrait les murs et le petit banc. Son souffle se cristallisa instantanément, flottant dans l'air comme un nuage gelé. Puis il ouvrit la porte extérieure. Le vent le frappa comme un coup physique. La neige balayait horizontalement l'ouverture et le rugissement de la prairie emplit la petite pièce. Il sortit rapidement et prit une brassée de la pile de bois qu'il avait placée à seulement 3 pas de la porte du vestibule, puis se retira dans la pièce. La porte extérieure se referma derrière lui, coupant brusquement le hurlement du vent. Il resta dans le vestibule, les bras chargés de chaînes gelées, le cœur battant à cause de la brève exposition. Le froid était absolu et impitoyable. Cependant, il était contenu. Il remplissait ce petit espace et n'avançait pas plus loin. Il déplaça le bois sur un bras, ouvrit la porte intérieure et entra dans la chaleur. La cabane était exactement comme il l'avait laissée, 64 degrés, les enfants dormant toujours. Le feu du poêle crépitait.
Ingrid leva les yeux de son lit, l'observant placer le bois à côté de l'âtre. Froid. 41 en dessous de zéro, avec un vent du nord-ouest. Je ne l'ai pas senti quand tu es passé. Tu ne le sentiras pas, c'est tout l'intérêt. Il fit 4 autres trajets ce matin-là. À chaque fois, vestibule, fermer, pause, ouvrir, puis la chaleur. La cabane ne perdit jamais plus de 2 degrés. À midi, la pile de bois intérieur était empilée jusqu'au plafond, et Eric n'aurait plus besoin d'ouvrir aucune porte avant le soir. Thomas Caldwell, résidant à 3 miles à l'ouest, fit le même nombre de trajets. Pourtant, sa cabane ne dépassa jamais les 48 degrés, malgré un poêle qui rugissait sans cesse. À midi, il avait consommé ce qui aurait dû durer 3 jours. Thomas Caldwell arriva à la ferme des Nordgaard le 12 janvier, 4 jours après le début du froid le plus rigoureux que quiconque dans le comté de Richland ait pu se souvenir. Son visage racontait l'histoire avant même qu'il ne parle. Brut et écorché par le vent, avec des cernes sombres sous des yeux injectés de sang, et du givre encore accroché à sa barbe après les 3 miles de trajet. Il se déplaçait comme un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours, car c'était bien le cas. Eric l'accueillit à la barrière de neige et l'escorta vers l'habitation. « Je dois en être témoin », râla Caldwell, la voix tendue. « Je dois saisir l'essence de votre création. Entrez et réchauffez-vous d'abord. » Ils arrivèrent à l'antichambre. Caldwell s'arrêta, son regard fixé sur la porte extérieure. Cette même structure en bois qu'il avait ridiculisée en septembre, maintenant incrustée de givre et recouverte de congères du côté exposé au vent. « Comment ouvre-t-on cette porte ? » ?»« Entrez simplement. Je la fermerai après vous avant que vous ne passiez à la suivante. » Caldwell obtempéra. Il força la porte extérieure à s'ouvrir contre la rafale, se glissa dans le petit compartiment, puis referma la porte. Il resta un instant dans cet espace confiné, enveloppé par un froid si extrême, qu'il le sentit pressé contre ses vêtements d'extérieur. La porte intérieure n'était qu'à quelques centimètres de lui. Il la déverrouilla. Un flot de chaleur l'enveloppa, comme de l'eau qui coule. Il tituba ensuite dans la pièce principale, où Ingrid le débarrassa rapidement de son manteau et le dirigea vers un siège près du foyer. Les enfants observaient de loin, intrigués par l'invité fatigué. « Quelle température maintenez-vous » demanda Caldwell une fois qu'il eut retrouvé sa voix. « Entre 62 et 68, variant avec la chaleur du poêle. »« 68. » Caldwell regarda attentivement le thermomètre mural. Dehors, il faisait 65 degrés. Le vent hurlait à -41. Ma propre habitation n'a pas dépassé 44 degrés ces 3 derniers jours. Je ravive le feu toutes les 2 heures. J'ai consommé la moitié de ma réserve de bois de chauffage pour l'hiver en seulement 8 jours. En effet, à quelle fréquence ouvrez-vous votre porte chaque jour ? Caldwell hésita, faisant un calcul mental. 15, 20 fois, pour le bois, l'eau, ces courses essentielles. Donc 20 fois vous exposez directement votre maison à un vent de 40 degrés sous zéro. 20 fois où l'air chaud est échangé contre de l'air glacial. Combien de temps faut-il pour retrouver la chaleur après chaque ouverture ? 20 minutes, ou 30 si le vent est particulièrement violent. Cela fait 600 minutes, soit 10 heures de chauffage par jour, uniquement pour compenser la chaleur perdue par la porte. Caldwell resta silencieux. Les implications de ces chiffres pesaient lourdement sur lui. Observez. Eric se leva et s'approcha de la porte intérieure.
Je vais chercher du bois de chauffage. Notez le temps qu'il faut à la cabane pour retrouver sa température. Il entra dans l'antichambre et ferma la porte intérieure. Caldwell garda les yeux sur le thermomètre. À 65 degrés, il perçut le bruit de l'ouverture de la porte extérieure. Il ne perçut aucun changement. Puis il entendit se refermer. Un bref intervalle. Par la suite, la porte intérieure s'ouvrit et Eric rentra, portant une brassée de chêne. Il referma la porte d'un coup de pied. Caldwell jeta un coup d'œil au thermomètre. 64 degrés, juste 1 degré. Un seul degré. Et je n'étais dehors que pendant une demi-minute. Par un vent de 40 degrés sous zéro, votre habitation aurait perdu 15 degrés dans la même durée. 1 degré, répéta Caldwell, comme s'il prononçait une phrase nouvellement acquise. Il se leva et se dirigea vers la porte de l'antichambre, la poussant légèrement pour regarder dans le petit compartiment. L'air froid y persistait. Il le sentait sur sa peau. Pourtant, il ne s'engouffra pas dans l'espace de vie principal. Il resta simplement confiné dans son enceinte en bois. Combien de bois de chauffage avez-vous consommé cette semaine? Eric réfléchit. Peut-être un quart de corde. Nous avons tendance à rester plus à l'intérieur pendant les grands froids. Oh, certains jours, je n'ouvre la porte extérieure que 4 ou 5 fois. Un quart de corde. La voix de Caldwell faiblit. J'ai consommé 2 cordes entières. 2 cordes en 8 jours. Et mes enfants dorment avec leur veste. Il ferma la porte de l'antichambre et pivota pour faire face à Eric. Pourriez-vous m'enseigner comment en construire un? Eric commença l'instruction cet après-midi même, guidant Caldwell à travers le vestibule 3 fois distinct. Il a détaillé chaque composant. Les portes exceptionnellement épaisses, les joints d'étanchéité protecteurs, le petit banc pour retirer les bottes, et les patères conçus pour suspendre les vêtements humides dans l'antichambre froide, empêchant l'humidité de pénétrer dans l'espace de vie principal. Eric a insisté. Les portes ne doivent jamais être ouvertes simultanément. C'est la seule règle cruciale. Il a répété que si les 2 portes étaient déverrouillées en même temps, même brièvement, la structure ne servait que d'entrée agrandie. Caldwell sortit un carnet bien usé et commença à dessiner des mesures, à noter les matériaux et à spécifier les positions des charnières et des loquets. Pendant 2 heures, il posa des questions, tandis qu'Ingrid servait du café et que les enfants s'occupaient tranquillement près du poêle. « Je peux construire ça en 3 jours, déclara finalement Caldwell, à condition que le temps reste rigoureux. Construisez-le hermétiquement. Toute fente laisse échapper la chaleur. Les murs eux-mêmes n'ont pas besoin d'une épaisseur excessive, car leur but est de contenir l'air froid, pas la chaleur. Cependant, toutes les jonctions doivent être scellées hermétiquement. Caldwell rentra chez lui cette nuit-là, son carnet rempli de croquis et ses pensées absorbées par les calculs. Il raconta ses observations à Martha. Des larmes coulaient de ses yeux, nées de la fatigue, d'un profond soulagement, et de l'espoir naissant que leur lutte perpétuelle contre les températures glaciales pourrait enfin être résolue. Le lendemain matin, il commença à construire malgré le temps rigoureux, limitant son travail extérieur à des périodes de 15 minutes, après quoi il se retirait à l'intérieur pour se réchauffer les mains près du foyer. La charpente fut érigée le 13 janvier. Le revêtement extérieur appliqué le 14. À la fin du 15 janvier, Thomas Caldwell avait fixé une antichambre à sa demeure, plus rudimentaire que celle d'Eric et rapidement assemblée, mais fonctionnelle. Le premier essai eut lieu au lever du soleil, le 16 janvier. Thomas déverrouilla la porte extérieure. Il entra dans la petite enceinte, ferma la porte derrière lui,
puis ouvrit la porte intérieure menant à sa cabane. Martha resta près du poêle, observant le thermomètre. « Rien, » murmura-t-elle, la voix hésitante. Je n'ai senti aucun changement. La nouvelle se répandit plus vite que n'importe quelle plaisanterie. En 7 jours, 3 familles supplémentaires s'étaient rendues à la propriété des Nordgaard pour inspecter personnellement l'antichambre. Eric guida chaque visiteur à travers la même démonstration. Entrer, fermer, attendre, ouvrir. Il répondit aux questions récurrentes. Il observa le scepticisme familier céder la place à la compréhension. Lorsque février arriva, les stocks de bois à Wahpeton étaient épuisés. Les fermiers avaient acquis chaque planche et poutre de soutien disponible, les utilisant pour construire des entrées pour leur maison. Le propriétaire du magasin général, qui avait été le plus virulent à ridiculiser le placard d'Eric en septembre, engagea discrètement un artisan pour ajouter une structure similaire à sa résidence. Eric offrait son aide chaque fois que possible. Il visita les fermes voisines, examinant leurs nouvelles constructions. Il souligna les lacunes telles que les espaces dans l'isolation, les portes mal alignées et les joints sujets à la défaillance. Il ne réclamait aucun frais. En Norvège, chaque habitation en possède une, informa-t-il tous ceux qui s'enquéraient. Cette compréhension est universelle. Le froid nous affecte tous. Pourquoi l'accès à ce remède devrait-il être réservé uniquement à ceux qui en ont les moyens financiers? Dès l'hiver suivant, des entrées similaires étaient apparues dans des fermes jusqu'à 20 miles de distance. Même les fermiers qui ne connaissaient pas Eric Nordgaard construisaient ces antichambres, se fiant aux descriptions partagées entre voisins. Bien que chacune fût adaptée aux ressources locales disponibles et aux facteurs environnementaux, elles adhéraient toutes au design fondamental. Une paire de portes, un espace intermédiaire compact et la discipline de fermer l'une avant de déverrouiller l'autre. Les Norvégiens les appelaient bislag, tandis que les Suédois voisins les nommaient farstuvistar. Les Américains, connus pour leur communication directe, les ont simplement surnommés entrée arctique, une désignation qui a perduré. Thomas Caldwell ne se moqua plus jamais des talents de menuisier d'Eric. L'antichambre qu'il construisit, un édifice rudimentaire érigé par nécessité durant le rude hiver de 1882, resta debout pendant 31 ans. Sa descendance érigea ses propres versions en s'installant plus à l'ouest. Dans une lettre de 1952, sa petite-fille nota que la maison ancestrale de la famille conservait le bac à charbon de son grand-père à côté de l'entrée principale, et que personne ne pouvait concevoir d'entrer dans une résidence différemment. Eric Nordgaard résida 28 années supplémentaires sur les terres basses adjacentes à la rivière Cheyenne. L'antichambre qu'il érigea en septembre 1881 lui survécut à Ingrid, et dépassa même la durée de vie de la cabane originale. Lors de la vente éventuelle de la propriété en 1941, les nouveaux propriétaires documentèrent la vieille structure d'entrée par des photographies avant sa démolition. Elle comprenait une enceinte en bois, à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y tenir debout, dotée de 2 portes et portant l'empreinte de 60 hivers de prairie incrustés dans sa construction. L'image représente une construction sans fioriture, de simples planches de pin surmontées d'un toit en appentis. Bien que d'apparence anodine, une inspection plus attentive révèle le coupe-froid en feutre de laine toujours fixé autour du cadre de la porte intérieure, contenant efficacement le froid, exactement comme Eric Nordgaard l'avait conçu.